Mon ami reçoit un cadeau d'anniversaire, une boîte remplie de conversations avec ma femme et des résultats de tests ADN de mes enfants, ce qui fait exploser 2 mariages. Bonjour à tous. Nous faisons beaucoup d'efforts pour trouver les meilleures histoires pour toi. Si tu les apprécies et que tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Cela permet de soutenir notre chaîne. Commençons la vidéo. Je n'avais nulle part où me tourner face à un problème comme celui que je traverse, alors j'ai pensé que l'écrire ici serait la meilleure chose à faire. Je me demande sans cesse si je suis le méchant dans cette histoire ou simplement quelqu'un qui a atteint sa limite. Peut-être que vous pouvez m'aider à y voir plus clair. Voici ce qui s'est passé. J'ai 43 ans, et j'ai grandi dans une petite ville où tout le monde se connaissait. Mon meilleur ami Evan et moi étions inséparables depuis la maternelle. On faisait tout ensemble, les projets d'école, les vacances en famille, même nos premiers jobs dans le même cinéma. Evan n'était pas juste mon meilleur ami, c'était comme un frère pour moi. Quand j'ai rencontré Megan à l'université, Evan était aussi enthousiaste que moi. Il m'a encouragé quand j'ai commencé à sortir avec elle, et il m'a même aidé à planifier ma demande en mariage. Le jour de mon mariage, il était à mes côtés en tant que témoin. Quelques années plus tard, Evan a rencontré Rachel, qui était la colocataire de Megan à la fac, et ils se sont aussi mariés. Notre amitié est devenue encore plus forte, maintenant que nous formions 2 familles. Tout semblait parfait, car on partageait tout. Mais comme vous pouvez le deviner, tout signifiait vraiment tout. On partait en vacances ensemble, on fêtait les fêtes ensemble, on faisait des barbecues. Nos enfants ont grandi ensemble, comme des frères et sœurs. Evan et Rachel ont eu 4 enfants, Megan et moi en avons eu 2. Mais il y a quelques mois, en nettoyant le sous-sol, je suis tombé sur une vieille clé USB. Elle était remplie de vidéos d'enfance, Evan et moi construisant des forts de neige, célébrant nos remises de diplômes, partant en camping. Regarder ces vidéos m'a ramené à des temps plus simples, et j'ai décidé d'offrir à Evan un cadeau pour son 44e anniversaire, une boîte à souvenirs célébrant nos 38 ans d'amitié. J'ai rassemblé de vieilles photos, des billets de spectacle, et d'autres petits souvenirs. Quand j'ai parlé à Megan du projet, elle n'a pas réagi comme je m'y attendais. Elle n'était pas aussi enthousiaste que je l'aurais pensé, mais je me suis dit qu'elle était simplement préoccupée par autre chose. Elle ne voulait pas en parler, alors j'ai laissé tomber, pensant qu'elle me dirait ce qu'il en était quand elle serait prête. Mais un jour, en cherchant d'autres souvenirs dans notre bureau à domicile, j'ai trouvé quelque chose d'étrange. Il y avait un dossier caché dans le bureau de Megan. Il semblait déplacé, alors je l'ai ouvert. Je ne fouillais pas, il a juste attiré mon attention. Ce que j'ai trouvé dans ce dossier a bouleversé ma vie et celle de tout le monde. À l'intérieur se trouvaient des emails imprimés entre Megan et Evan datant de 17 ans. Il y avait des photos explicites et des détails de rendez-vous secrets. Plus je lisais, pire c'était. Leur liaison avait commencé peu après notre mariage. Mais ce qui m'a vraiment brisé, ce sont des résultats de tests ADN. Les résultats ne concernaient pas seulement les enfants d'Evan et Rachel, mais aussi les miens. Il s'avère qu'Evan n'était pas seulement le père biologique des enfants de Rachel, mais aussi des miens. Mon meilleur ami, mon frère et ma femme m'avaient menti pendant près de 20 ans. J'avais vécu un mensonge et j'étais le pauvre idiot qui ne savait rien. Enfin, probablement que Rachel non plus ne savait pas. Au début, on ne sait même pas comment réagir face à une chose pareille. Je pense qu'il n'existe pas de manuel pour ça. Puis la rage m'a envahi. Toutes ces années passées à aimer Megan, à élever nos enfants ensemble, se sont soudainement transformées en une sorte de punition infernale. Je ne me faisais pas confiance pour rester calme. Honnêtement, tout ce que je voulais, c'était qu'ils comprennent ne serait-ce qu'une fraction de ce que je ressentais. Au lieu de les confronter directement, j'ai mis toute mon énergie à finir la boîte à souvenirs, bien qu'elle ait reçu quelques ajouts de dernière minute. J'ai quand même inclus tout, les vieilles photos d'enfance, les billets, les petits souvenirs qui avaient tant compté au fil des années. Mais au fond de la boîte, j'ai ajouté les éléments qui souillaient tout, les emails entre Megan et Evan, les photos explicites, les reçus d'hôtel, et les résultats ADN. C'était comme une boîte remplie de souvenirs et de mensonges, tous regroupés ensemble. Je voulais qu'ils se sentent aussi choqués que moi quand j'ai découvert la vérité. Le dîner d'anniversaire d'Evan a eu lieu entouré de tout le monde, sans que personne ne sache ce qui allait se passer. Je lui ai tendu la boîte à souvenirs devant tout le monde, je me suis retourné et je suis parti. Je ne suis pas resté pour voir son visage, je n'en avais pas besoin. Je savais que ce qu'il y avait dans cette boîte allait tout changer pour eux. La vérité allait enfin éclater et détruire tout ce qu'ils avaient construit. Ce soir-là, Rachel m'a appelé en larmes, donc je suppose qu'elle ne savait rien. Elle m'a dit qu'elle et Evan avaient ouvert la boîte ensemble et tout vu. Le lendemain matin, elle a fait ses valises et est partie avec ses enfants chez sa sœur. Mais la réaction de ma propre famille a été complètement différente. Mes parents et mes frères et sœurs n'étaient pas de mon côté. Ils pensaient que j'aurais dû garder tout cela entre nous, que je n'aurais pas dû faire ce que j'ai fait, surtout avec les enfants impliqués. Ils disaient que j'étais égoïste, que je me concentrais trop sur ma propre douleur au lieu de protéger les enfants, qui étaient innocents dans tout cela.
Ils disaient que j'aurais dû penser davantage à la façon dont cela les affecterait, mais j'avais l'impression qu'ils ne comprenaient pas. Evan et Meghan ont pris des décisions qui nous ont tous affectés, et la vérité devait sortir. Je comprends d'où ils viennent, personne ne veut voir des enfants souffrir. Mais en même temps, je ne pouvais pas continuer à vivre un mensonge. Toute ma vie avait été construite sur une réalité fausse, et j'avais besoin que la vérité soit révélée. Ça a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais une partie de moi a ressenti un petit soulagement en sachant que les mensonges étaient enfin exposés. Meghan l'a très mal pris, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a emménagé chez ses parents et ne cesse de m'envoyer des textos et des messages vocaux. Elle ne cesse de s'excuser, de me demander de lui pardonner, de me dire qu'elle est désolée et d'essayer de me convaincre que c'était une erreur. Mais comment appeler 17 ans de mensonge une simple erreur? Ce n'était pas une erreur, c'était une trahison, un acte de malveillance délibéré. Pendant tout ce temps, elle n'a jamais pensé à quel point cela me blesserait. Il n'y a pas de pardon pour ça. Et Evan, lui, n'a pas dit un mot. Aucun appel, aucun message, il n'a même pas essayé de me contacter. C'est comme s'il avait complètement disparu. Peut-être qu'il a trop honte pour m'affronter, ou peut-être qu'il s'en fiche complètement. Quoi qu'il en soit, ça fait mal. Il était mon meilleur ami, mon frère, et maintenant il n'est plus rien. Nos amis sont divisés. Certains comprennent. Ils comprennent pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait et me disent que révéler la vérité était le seul moyen de me libérer de tous ces mensonges. Ils disent que je devais faire éclater la vérité, peu importe les conséquences. Mais il y en a d'autres qui pensent que je suis allé trop loin. Ils pensent que je n'aurais pas dû le faire de manière aussi publique, que les enfants ne méritaient pas d'être blessés par tout ça. Et je ne peux pas leur donner complètement tort. Ce n'est pas comme si je voulais blesser des innocents, surtout des enfants. J'avais juste l'impression que le poids de tous ces mensonges m'écrasait, et que le seul moyen de réparer les choses était de dire la vérité, même si cela devait tout détruire. Mais il est difficile de dire s'il existait une meilleure façon de faire. La trahison était si énorme, si écrasante, qu'elle m'a complètement retourné la tête. Et puis, ce n'est pas le genre de nouvelle qui aurait pu rester secrète pour toujours. Les enfants allaient être blessés de toute façon, mais à cause de deux adultes irresponsables. Le plus dur dans tout ça, c'est de gérer les enfants. Ils sont innocents dans cette histoire, et ça me tue. C'est moi qui les ai élevés, qui les ai aimés, qui ai cru qu'ils étaient les miens. Chaque fois que je les regarde, tout ce à quoi je pense, c'est au moment où j'ai découvert toutes ces preuves. Je ne sais pas comment les regarder sans ressentir ce poids. Ils ne méritent pas ça. Ce sont juste des enfants, pris au milieu d'un chaos qui n'est pas de leur faute, mais celle d'adultes égoïstes. J'ai évité leurs appels et leurs messages parce que je ne sais pas quoi leur dire. Ils savent que je déménage, mais ils ne savent pas pourquoi. Comment expliquer quelque chose comme ça à des enfants sans leur briser complètement le cœur? Comment leur dire que tout ce qu'ils pensaient savoir est un mensonge? Je suis perdu. La dernière chose que je veux, c'est les blesser davantage, mais je ne sais même pas comment donner du sens à tout ça moi-même, encore moins l'expliquer à des enfants. C'est comme quand, dans un avion, on vous dit de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Sauf qu'ici, je ne sais même pas comment mettre mon propre masque, parce qu'il n'y a personne pour me montrer comment faire. Aujourd'hui, je suis assis seul dans un appartement vide. Ma famille ne me parle presque plus. Je ne sais pas par où commencer. J'ai perdu ma femme, mon meilleur ami, et la vie que je croyais avoir. Mes parents pensent que j'ai empiré les choses en exposant tout aussi publiquement, et une partie de moi se demande s'ils n'ont pas raison. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que j'aurais pu faire ça autrement? Ou est-ce que c'était la seule façon d'obtenir un peu de justice, de garder un minimum de dignité après tout ce qui s'est passé? Je veux la vérité, la vraie, aussi brutale soit-elle. C'est tout ce que je veux entendre, même si ça fait mal. Mise à jour 1. Ces derniers jours ont été les pires de toute ma vie. Je suis incapable de faire quoi que ce soit sans repenser à tout ça. J'essaie de retrouver une routine, une vie normale, mais c'est presque impossible avec tout ce qui s'est écroulé autour de moi. La première chose que j'ai faite, c'est consulter un avocat spécialisé en divorce. Je ne savais pas qu'il y avait autant de choses à gérer dans un divorce, mais il a été clair et m'a aidé à comprendre les démarches juridiques à suivre. L'une de ces démarches a été de refaire les tests ADN pour les deux enfants, même si je connaissais déjà la vérité. Mais quand les résultats sont revenus et ont confirmé qu'aucun des deux n'était biologiquement le mien, ça m'a frappé encore plus fort que prévu. Je ne sais pas. Peut-être que j'espérais encore une erreur dans les premiers résultats. Je m'accrochais au moindre espoir. Mais maintenant, c'est officiellement confirmé. Hier, les parents de Meghan sont venus chez moi. La discussion a été compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils m'ont supplié de reconsidérer le divorce. Ils m'ont demandé de penser aux enfants et à la difficulté que ce serait pour eux. Ils ont même proposé de payer une thérapie de couple, comme si quelques séances pouvaient réparer presque 20 ans de mensonges. J'ai essayé de rester calme et de les écouter, mais c'était dur. Je leur ai dit que le mariage était terminé et que rien ne pouvait changer ça. C'était une décision définitive. Je comprends qu'ils tiennent à Meghan et qu'ils veuillent arranger les choses, mais ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu.
C'est difficile de mettre une telle douleur en mots, c'est juste trop profond. Ce matin, j'ai reçu un appel de Rachel. Elle m'a dit qu'elle avait déjà entamé une procédure de divorce avec Evan et qu'elle demandait la garde exclusive des enfants. Elle m'a remercié d'avoir révélé la vérité, mais même si elle avance, elle est profondément blessée. Elle souffre. Elle m'a avoué qu'elle ne pouvait même plus regarder ses enfants sans penser à ce qu'Evan lui avait fait. Je lui ai dit que je comprenais parfaitement, c'est pareil pour moi. Chaque fois que je regarde les enfants que je croyais être les miens, ceux que j'ai élevés et aimés, j'ai l'impression de prendre un coup de poing dans le ventre. C'est comme vivre dans un brouillard, en essayant juste de survivre un jour à la fois. Pour l'instant, les enfants sont avec moi. Ils sont en colère, perdus, et honnêtement, je ne peux pas leur en vouloir. Mon aîné, qui a 15 ans, a complètement coupé les ponts avec Megan. Il ne lui a plus parlé depuis que la vérité a éclaté. Elle lui envoie des messages, mais il l'a bloqué. Je pense que c'est sa manière de gérer la chose. Il est en colère, blessé, et je ne sais pas comment l'aider à traverser ça. Mon plus jeune, par contre, est plus partagé. Il est trop jeune pour vraiment comprendre ce qui se passe, et je vois bien qu'il manque à sa mère. Il est pris entre deux feux, et je le vois bien. Il veut que tout redevienne comme avant, mais ne comprend pas pourquoi tout a changé. J'ai pris rendez-vous pour qu'il commence une thérapie dès la semaine prochaine, parce que même si je suis moi-même au plus bas, leur bien-être émotionnel doit passer en premier. Ils n'ont rien demandé à personne. Ils ne méritaient pas d'être entraînés dans ce cauchemar. Et pourtant, ils sont là, essayant de comprendre un monde qui n'a plus aucun sens. Ça me brise le cœur de les voir souffrir comme ça, de savoir que je ne peux pas effacer leur douleur. Ces derniers temps, je me repose beaucoup sur quelques amis proches. Ils sont devenus mon soutien, les seules personnes à qui je peux vraiment parler en face à face. L'un d'eux est même resté chez moi jusqu'à minuit hier soir, juste pour m'écouter. Il m'a rappelé que ce que je ressens est légitime. C'est facile d'oublier ça quand tout le monde semble avoir une opinion sur ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire. Mais mes amis, eux, m'ont soutenu sans me juger, sans me dire ce que j'aurais dû faire. Megan, elle, n'a pas cessé d'essayer de me contacter. Elle m'appelle, elle m'écrit, elle se pointe même chez moi sans prévenir. Et à chaque fois, c'est la même chose, des excuses, des promesses qu'elle ferait n'importe quoi pour réparer les choses. Elle insiste sur le fait qu'on peut sauver notre mariage, ce qui me paraît totalement absurde. C'est facile pour elle de dire ça, ce n'est pas elle qui a été trahie. C'est moi qui devrais tout oublier, tout pardonner. C'est elle qui a tout détruit, et maintenant elle s'attend à ce que je sacrifie encore plus. Non. Je ne peux pas. Je n'arrive même pas à imaginer la regarder sans ressentir de la haine. Evan, quant à lui, reste silencieux, et c'est sûrement ce qui me blesse le plus. Après tout ça, le minimum aurait été qu'il m'affronte, mais pas un mot. Rien. C'est l'insulte suprême. Comme s'il fuyait ses responsabilités, laissant Rachel et les enfants affronter seuls les conséquences de ses actes. Je me demande encore s'il a jamais vraiment tenu à notre amitié ou si je n'étais qu'un pion pratique dans son jeu pour couvrir sa trahison. Mes parents, eux, sont toujours furieux de la façon dont j'ai révélé la vérité. Ils sont obsédés par l'idée que j'ai traumatisé les enfants en exposant tout ça aussi publiquement. Mon thérapeute, que j'ai commencé à voir récemment, me dit que c'est normal de ressentir tout ça. Il m'aide à déconstruire cette montagne de trahison et à essayer de trouver un chemin vers l'avenir. Mais ça prendra du temps, ce n'est pas quelque chose qu'on surmonte en un jour ou une semaine. Cette semaine a été un tourbillon de rendez-vous, d'appels et d'émotions qui me submergent complètement. Aujourd'hui, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de reconstruire ma vie, pour moi, et pour les enfants qui ont été pris au milieu de tout ce chaos. Comment ? Je ne sais pas encore. Mais au moins, j'ai un objectif. Mise à jour 2. Evan a finalement repris contact, mais ce n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Il n'a pas appelé, pas envoyé de message, même pas pris la peine d'écrire un email. À la place, c'est son avocat qui m'a contacté avec un message disant qu'Evan n'allait pas contester la demande de divorce de Rachel, ni sa demande de garde exclusive. En plus, l'avocat a proposé un énorme règlement financier, affirmant que c'était la manière d'Evan de « réparer les choses ». J'ai tout de suite répondu à l'avocat que je n'étais pas intéressé par ce règlement. Si Evan pensait que ça suffirait à compenser tout ce qu'il avait fait, il se trompait lourdement. J'étais prêt à aller jusqu'au tribunal s'il le fallait, pour qu'il affronte les conséquences de ses actes. Megan, de son côté, a choisi une approche très différente. Elle a publié un long message sur Facebook, dans lequel elle admettait enfin l'infidélité. Dans ce post, elle a tenté de présenter son histoire avec Evan comme celle de deux âmes sœurs maudites, incapables de résister à l'amour, mais qui étaient restées dans leur mariage respectif pour le bien des enfants. Elle a écrit que leur liaison n'avait jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit, que c'était simplement une erreur qu'ils avaient tous les deux commise. Son message est devenu viral, surtout parmi nos amis et notre famille, même si des inconnus ont aussi commencé à commenter. Bien sûr, elle n'a pas reçu la sympathie qu'elle espérait. La plupart des commentaires l'attaquaient, la critiquaient pour avoir tenté de se faire passer pour la victime. Honnêtement,
c'était plutôt satisfaisant de la voir s'humilier publiquement, elle l'avait bien mérité. Les gens ont très vite vu clair dans son jeu, elle ne cherchait pas à s'excuser sincèrement, mais simplement à se justifier. Quelques amis communs ont tenté de la défendre, mais ils ont reçu le même traitement. Elle n'est pas la victime ici. Elle a joué un rôle énorme dans la destruction de plusieurs vies, et maintenant elle essaie de réécrire l'histoire pour se blanchir. C'était comme une gifle supplémentaire. Mais, sur une note un peu plus positive, mes frères et sœurs commencent à changer d'avis. Ma sœur, qui m'en voulait d'avoir révélé publiquement l'affaire, est venue chez moi hier pour s'excuser. Elle m'a dit que sa réaction initiale avait été émotionnelle, qu'elle n'avait pas compris à quel point la trahison avait été profonde. Elle m'a même proposé de m'aider à emballer les affaires de Meghan, ce qui m'a enlevé un énorme poids. Ça fait du bien d'avoir un peu de soutien, surtout quand une grande partie de ma famille me reproche encore la manière dont j'ai géré la situation. Rachel et moi, on parle un peu plus ces derniers temps. Malgré tout, elle m'a encore remercié d'avoir révélé la vérité. Elle a dit qu'elle préférait affronter la réalité maintenant plutôt que de vivre un mensonge pendant encore 17 ans. À la maison, les choses sont toujours très compliquées. Mes enfants vivent encore avec moi, mais l'atmosphère est tendue. Mon thérapeute me rappelle constamment que la faute revient à Meghan et Evan, pas à moi. Mais même en l'entendant, ça ne rend pas les choses plus faciles, c'est toujours une pilule amère à avaler. De mon côté, j'essaie de me concentrer sur les choses concrètes. Mon avocat en divorce m'aide avec toute la paperasse, et on se prépare à ce qui s'annonce comme une bataille juridique difficile. L'offre financière d'Evan est toujours sur la table, mais je ne vais pas le laisser s'en sortir aussi facilement. Il doit être tenu responsable, et je ne le laisserai pas fuir ses responsabilités. Autre fait inattendu, un ami commun m'a contacté hier soir avec des nouvelles d'Evan. Apparemment, il loge dans un motel de l'autre côté de la ville, en gardant un profil très bas. L'ami m'a dit que la famille d'Evan était furieuse contre lui, ce qui est très différent de la mienne, qui a presque soutenu l'infidélité. Une partie de moi a ressenti une certaine satisfaction à l'entendre, mais ce n'est pas suffisant pour que je me sente mieux. Honnêtement, peu importe ce qu'il traverse aujourd'hui, aucune souffrance ne pourra réparer ce qu'il a brisé. Mise à jour 3. J'ai été tellement submergé par tout ce qui se passe dans ma vie ces derniers temps que j'en ai presque oublié de vous remercier pour le soutien que vous m'avez apporté ici. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point certains de vos mots m'ont touché, y compris les insultes envers Evan et Meghan, qui m'ont, je l'avoue, fait du bien pendant un moment. Les séances de thérapie avec mes enfants sont compliquées, mais elles commencent à porter leurs fruits, petit à petit. Mon fils de 15 ans, qui était le plus fermé à toute discussion, a enfin commencé à s'ouvrir un peu lors de notre dernière séance. Il m'a dit qu'il se sentait perdu et en colère, comme si sa vie n'avait plus aucun sens. Je lui ai répondu que je ressentais la même chose, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression qu'on se comprenait vraiment. C'était un petit moment, mais il m'a redonné un peu d'espoir. Mais c'est mon fils de 11 ans qui m'a véritablement brisé le cœur. Pendant l'une de nos séances, il m'a demandé s'il devait encore m'appeler « papa ». Je ne m'y attendais pas du tout, ça m'a coupé le souffle. J'ai réussi à lui dire, en pleurant, qu'être père ne dépendait pas de l'ADN, c'est une question d'amour, de soins, et de tous les souvenirs qu'on a construits ensemble. Je lui ai dit qu'il serait toujours mon fils, quoi qu'il arrive. Il s'est précipité dans mes bras et m'a serré fort. Et pour la première fois depuis que tout ça a commencé, j'ai ressenti qu'un jour, peut-être, on ira mieux. Rachel et moi sommes devenus un soutien inattendu l'un pour l'autre. C'est étrange de voir comment deux personnes, brisées par la même douleur, peuvent se rapprocher, même dans une situation comme celle-ci. On a tous les deux commencé une thérapie individuelle et on a eu des conversations très honnêtes sur la suite. Malgré tout ce qu'on a vécu, on a décidé de maintenir une relation afin que nos enfants puissent rester proches comme des frères et sœurs. Aujourd'hui plus que jamais, ils vont avoir besoin les uns des autres. Ce matin, la mère d'Evan est venue chez moi sans prévenir. C'est quelqu'un que j'ai toujours respecté et aimé, et c'est pour ça que je l'ai laissé entrer, à cause de notre histoire commune. Elle m'a tendu une boîte contenant toutes les photos, les cadeaux et les souvenirs que j'avais donnés à leur famille au fil des années. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus garder ces souvenirs, pas après ce que son fils avait fait. Avant de partir, elle m'a annoncé qu'Evan avait accepté un travail en Californie et qu'il prévoyait de déménager le mois prochain. Elle n'a pas dit grand-chose de plus, si ce n'est qu'Evan avait perdu bien plus qu'il ne le comprendrait jamais. Son ton était triste, presque comme si elle s'excusait, mais elle n'a pas cherché à justifier ses actes. Je ne sais pas trop ce que je ressens face au départ d'Evan. Une partie de moi est soulagée de le savoir loin d'ici, mais une autre pense qu'il ne fait que fuir les conséquences de ses actes. Il ne semble pas avoir la moindre intention d'assumer le chaos qu'il a créé, ce qui, honnêtement, ne me surprend plus du tout. Meghan, en revanche, ne semble toujours pas comprendre. Elle insiste encore pour une réconciliation, mais chaque fois qu'elle le fait, ça ne fait que raviver ma colère. Dernièrement, elle m'a envoyé une lettre manuscrite de 30 pages, oui, 30. Dedans, elle tente d'expliquer leur liaison, en me donnant toutes ses raisons pour vouloir rester avec moi malgré son amour pour Evan. Je n'en ai lu que quelques pages avant de la laisser traîner.
Peut-être qu'elle pourra servir plus tard. J'ai demandé à mon avocat de s'assurer que toute communication future passe uniquement par les voies légales. J'en ai assez de l'avoir tenté de manipuler la situation pour redorer son image. J'ai aussi commencé à tenir un journal, comme mon thérapeute me l'a conseillé. Il disait que Reddit n'était pas suffisant. Ça m'aide à traverser les vagues de colère et de tristesse qui me submergent parfois. Mes enfants sont désormais ma priorité absolue. Peu importe ce que disent les résultats ADN, ils n'ont rien demandé à tout ça. Ils ont besoin de stabilité et d'amour pendant qu'on construit la suite. Je ne pense pas que je pardonnerai un jour aux 2 personnes qui m'étaient proches et m'ont trahi de cette façon, mais je ne crois pas non plus que le pardon soit nécessaire pour aller de l'avant. Peut-être qu'un jour je trouverai des réponses ou une forme de clôture, mais ce n'est pas ma priorité pour l'instant. Mise à jour 4. Certaines personnes pensent que refuser l'offre d'Evan était une énorme erreur, que cela aurait pu me permettre de tourner la page. Mais la vérité, c'est que cette offre était une insulte. Je lui avais prêté plus d'argent pour l'achat d'une de ses voitures que ce qu'il m'a proposé. On parle de 7 000 $, ce qui est insignifiant comparé à tout ce que j'ai vécu. Mais cette mise à jour contient pas mal d'informations, si vous voulez savoir comment mon histoire se termine, ou du moins, comment se conclut la partie légale. Le divorce avec Megan est désormais derrière moi. J'ai gardé la maison, car c'est là que mes enfants vivront la majorité du temps, étant donné que j'ai obtenu la garde principale. Ils seront avec moi en semaine pour aller à l'école, et Megan les aura les week-ends et pendant certaines vacances. Si Megan a accepté de me céder la garde principale, c'est parce qu'elle pensait que ça améliorerait nos relations. Je suis content qu'elle ait cru ça, même si je ne lui ai jamais laissé espérer qu'une réconciliation était possible. Elle pensait que ce geste permettrait d'apaiser les tensions entre nous. Non, ce n'est pas le cas. Mon plus jeune fils a dit vouloir passer ses jours avec sa mère, et je ne peux pas lui en vouloir. Mon fils aîné, en revanche, a affirmé vouloir rester ici pendant les week-ends. Rachel a aussi trouvé un accord de divorce similaire au mien, sauf que la plupart de ses enfants ne veulent plus entendre parler de leur père. Et avec la distance désormais, ce sera de toute façon difficile pour eux de le voir. Je pense qu'Evan a juste voulu fuir ses responsabilités de père, car il ne montre aucun intérêt pour ses 2 autres enfants non plus. Et mes enfants ne veulent rien savoir de lui. Concernant l'offre d'Evan pour me compenser de tout cela, non seulement nous avons l'intention de le poursuivre pour une somme bien plus élevée, assez pour couvrir les dépenses liées à mes enfants au fil des années, mais aussi pour qu'il renonce à tout droit parental sur eux. Le montant demandé est plusieurs fois supérieur à ce qu'il avait proposé, et nous sommes assez confiants de pouvoir conclure un accord à l'amiable, sans passer par un procès. Jusqu'ici, Evan s'est montré ouvert à la négociation, ou plutôt son avocat, alors j'espère avoir bientôt du nouveau. C'est tout pour le moment, et je pense que c'est une bonne conclusion, avec les procédures juridiques qui touchent enfin à leur fin. Il en reste une en cours, mais j'espère ne pas avoir à revenir dans quelques années pour vous raconter qu'elle s'est compliquée. Eddie, nous avons trouvé un accord avec l'avocat d'Evan, qui a accepté l'offre en son nom. Ce n'est pas autant que ce que nous espérions, mais c'est quand même bien plus que ce que nous aurions obtenu après un procès, une fois les frais déduits. Il a également renoncé à ses droits parentaux.